des problèmes dans notre exécutif à l'époque. Et il y avait eu tout un remue-ménage, des assemblées houleuses et tout ça. Et finalement, on s'est retrouvé en élection. Je m'étais présenté comme vice-président, moi, dans ma section locale, et j'avais été battu. Puis les gens avaient eu raison de me battre, si je peux dire, parce qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas avoir tous les œufs dans le même panier. Comme moi, j'étais membre de la Salle des nouvelles, et le président était aussi un journaliste de la Salle des nouvelles. Alors, les gens avaient préféré que le président soit de la Salle des nouvelles, que le vice-président vienne du secteur technique, puis que la secrétaire, par exemple, vienne du secteur bureau, pour représenter les trois secteurs, en fait, qu'il y avait à Télé7 à ce moment-là. Alors, j'avais trouvé effectivement que ça avait été une bonne décision. Sauf que 2 jours après, il y a l'exécutif qui vient me voir, puis le président m'annonce, il dit « Bonjour, Richard ». Il dit en passant, il dit « Je t'annonce qu'on vient de t'élire à l'unanimité comme président du comité des griefs ». Ah bon? Et moi, là, je connaissais absolument rien. Là, j'étais totalement en vert. Et quand, finalement, au bout du 2 ans, lui a décidé de ne pas se représenter, moi, je me suis présenté et j'ai été élu. Et je suis devenu comme ça en 94, à peu près, ou un petit peu avant. Je suis devenu président de ma section locale à TVA Sherbrooke. Télé7 est une des plus vieilles stations de télévision au Canada. On est plus vieux que Télémétropole. Télémétropole a fêté il n'y a pas tellement longtemps, je pense, son 50e anniversaire. Nous, on l'a fêté comme 10 ans avant, ou presque. Alors, Télé7 va avoir 60 ans dans quelques années. Alors, à cette époque-là, Télémétropole n'existait pas. Alors, Télé7 produisait des émissions de 6 heures le matin jusqu'à 1 heure le lendemain matin. Il y avait des émissions pour enfants, il y avait des bulletins de nouvelles, il y avait des émissions de variété. Mais on avait... pendant que Télémétropole à Montréal avait Jeunesse d'aujourd'hui, à Télé7, à cette époque-là, on avait Bonsoir Copain. Alors, tous les artistes qui passaient à Jeunesse d'aujourd'hui se retrouvaient à Bonsoir Copain. Là, on parle des Joe Dassin, des Charles Aznavour, toutes les vedettes. À Télé7, à cette époque-là, il y avait même de la lutte. La lutte Grand Prix se faisait dans le grand studio amphithéâtre. Télé7 couvrait un très grand territoire. Alors, on couvrait jusqu'à Lac-Mégantic, les Bois-Francs. Bref, on était connus partout. Ça a été la première station à faire le changement du film aux vidéos pour l'information. Quand j'ai commencé comme président, c'était pas le SCFP. On était avec un autre syndicat qui n'existe plus maintenant. Et le problème de ce syndicat-là, c'est qu'il avait rétréci. C'est un syndicat qui avait été pan-canadien, qui était à l'époque à Radio-Canada et qui était un peu partout. C'était un très gros syndicat des communications, qui était une filiale d'un syndicat américain, mais qui avait commencé à se réduire comme une peau de chagrin, si je peux dire. Et le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de service. Alors moi, quand j'ai commencé comme président, il n'y en avait pas de service. J'appelais le conseiller syndical, puis il me rappelait 2 semaines après. Alors on avait appris à être très vite autonome. Et moi, le premier mandat que je me suis donné, quand je suis devenu président de la section locale, ça a été de sortir ce syndicat-là et d'adhérer à un syndicat, à une organisation qui était plus sérieuse et qui allait me donner des services. Et c'est là que j'ai entrepris des contacts avec le SCFP. Même à l'intérieur de TVA, il n'y avait pas ce qu'on appelle et ce qu'on fait maintenant les intersyndicales. Maintenant, tous les syndicats de TVA se rencontrent aux 2 mois en général. Et ça, c'est une tradition qu'on a partie, mais au début, les syndicats ne se parlaient pas entre eux autres. Là. Il n'y avait absolument rien. Et moi, j'ai toujours dit d'ailleurs, après la première intersyndicale, l'employeur sait que nous savons. Parce que là, évidemment, il ne pourra pas nous garocher n'importe quoi. Parce que s'il nous garoche quelque chose, on va s'appeler, on va le savoir tout de suite. Alors, ça leur réduit aussi sa marge de manœuvre, parce que là, ils ne pouvaient pas nous faire croire n'importe quelle chanson à une table. On le savait déjà une demi-heure après. On a fait une table centrale à un moment donné pour une négociation à TVA, et le grand enjeu, c'était le régime de retraite. Et Michel Parenteau avait été comme le grand chef d'orchestre pour bien nous guider là-dedans. Je vous avoue qu'à l'époque, on aurait voulu des fois que ça avance plus vite. Et j'ai appris, grâce à Michel, d'ailleurs, une certaine sagesse de dire qu'il faut savoir être patient dans certains dossiers. Parce que je me rappelle d'une réunion, entre autres, où j'étais choqué. Puis je disais, bon, mon Dieu, ça avance pas, là. Puis bon, je gueulais un peu. Et Michel m'avait fait comprendre que dans des dossiers comme ça, quand c'est des gros dossiers comme ça avec un employeur et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et tout ça, qu'il fallait être patient. On avait réussi, par un coup de miracle, à syndiquer les représentants aux ventes. Et quand on est arrivé à la négociation de la première convention collective,
Évidemment, l'employeur a demandé la conciliation et on s'est retrouvé pas longtemps après en lockout. C'était écrit dans le ciel, c'était prévu. Je pense qu'il y avait une stratégie très claire de nous mettre dehors de toute façon. Je pense que les autres pensaient qu'après 2 semaines, on allait tout rentrer à plat ventre et tout ça. Et finalement, ça a duré 2 mois et demi. Alors, l'employeur nous avait proposé de commencer une première négociation à Trois-Rivières parce que le climat de travail était très bon à ce moment-là. Puis on avait dit aux gens ou à l'employeur, on est prêt à faire une négo à Trois-Rivières. On peut même avoir une entente de principe si tu veux, mais on ne signera absolument rien tant que les gens de Sherbrooke vont être dehors. Et c'est arrivé qu'à 1h du midi, puis on le faisait de temps en temps, mais à 1h du midi en particulier, tous les employés de Télé 7 s'étaient mobilisés et pendant leur heure de dîner, avaient décidé de sortir justement pour manifester puis appuyer les représentants aux ventes. Puis il y a eu des anecdotes aussi amusantes dans ce conflit-là, parce que évidemment, sur la rue King-West, on faisait ce qu'on appelle la couette, c'est-à-dire un direct où on sort une caméra qui est avec un long fil, là, avec le cordon ombilical, et là, on faisait des directs. Et il est arrivé, à un moment donné, ce qui devait arriver, c'est-à-dire un journaliste qui est en direct pendant le bulletin du midi. Et là, ben, il y a 4 vendeurs qui sont en lockout, qui, en plein dans le direct, et ça passait sur le réseau en plus, sont arrivés, ils disent « solidarité », juste en arrière du journaliste. Alors, évidemment, on a eu le conseil de dire « Bon, plus de direct maintenant sur la couette », mais on avait passé le message. Et on avait organisé aussi une manifestation à Montréal, parce qu'on voulait aller à Montréal. Les décisions, on le sait, se prenaient à Montréal, se prenaient pas à Sherbrooke. C'était Rénal Brière, à l'époque, qui était le PDG de TVA, avec qui j'avais une rencontre. Puis on avait parlé longtemps, 3 heures de temps sur ce conflit-là et tout ça. Et les gens de Montréal étaient venus nous appuyer. Alors, ça avait fait une belle manifestation juste devant les locaux de TVA Montréal. Et c'était assez drôle parce que Rénal Brière n'était pas au courant. Puis à un moment donné, il entrait à TVA. Puis en entrant, il voit ce beau monde-là, évidemment. Alors, ça l'a surpris. On était très contents qu'il nous voie, nous. Mais ça avait été un bel exercice. Le CPSC représente plus de 8000 membres maintenant et ça n'arrête pas de grossir. Et là, on parle de la câblo-distribution, que ce soit Vidéotron, Cogeco. On parle de TELUS, par exemple, dans le domaine de la téléphonie. On parle de tout le réseau TVA au grand complet. On parle également des employés du Journal de Québec, quelques employés aussi à la presse, l'Office national du film, Technicolor. Là, ça va un peu moins bien pour Technicolor. Mais bref, ça regroupe Radio-Canada, entre autres les employés de bureau de Radio-Canada pour le Québec et pour le Nouveau-Brunswick. Alors, évidemment, ça représente beaucoup de monde dans des secteurs d'activité assez diversifiés. Et je pense que le domaine des communications a pris beaucoup de place de plus en plus. Avec les années, on a pris de plus en plus de place. Et ça avait déjà été enclenché avant même que je commence ma présidence comme président du CPSC, parce qu'il y a régulièrement des audiences, par exemple, devant le CRTC pour les renouvellements de licences, par exemple, des radiodiffuseurs ou des télédiffuseurs, des audiences, par exemple, sur les systèmes de distribution au Canada, la téléphonie cellulaire. Alors, il y a des années où on a été très sollicités. Je vous dirais que les 2 dernières années ont été particulièrement sollicitantes. On a surtout, je pense, établi aussi notre crédibilité dans les mémoires qu'on a présentées. Et je sais maintenant qu'on est un incontournable quand on y va et qu'on a une oreille aussi attentive. Et dans certains cas, ça ne marche pas toujours, mais dans certains cas, on a réussi d'ailleurs à influencer le débat et même à influencer des décisions du CRTC. Et ça, on en est particulièrement très fiers. C'est arrivé lors d'un renouvellement de licence, entre autres d'un diffuseur, où tout le monde s'enlignait pour avoir une licence de 5 ans, et nous, on avait proposé une licence de 3 ans, en disant au CRTC, ben voici les raisons, on pense que pour telle raison, une licence de 3 ans serait plus appropriée. Et ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, le diffuseur en question, dans sa réplique, se rangeait à nos arguments et proposait aussi une licence de 3 ans. Évidemment, le CRTC avait accepté une licence de 3 ans. Il n'y a pas un CPSC anglais, par exemple. Alors, quand nous, on passe devant le CRTC, il n'y a pas notre pendant anglophone qui va nous suivre avec un mémoire ou tout ça. Alors, on s'adresse autant sur des questions qui touchent le Québec, mais aussi des questions qui touchent l'ensemble des Canadiens aussi. L'équipe qu'on a actuellement, je trouve que c'est une très belle équipe. Il y a une belle symbiose, il y a une belle chimie qui fait que on sent que les gens ont envie de travailler ensemble. Je sens pas, moi, quand je suis au bureau du SCFP, ce que je pourrais appeler du tirage de couvertes, là, où quelqu'un va essayer de tirer de la couverte là, aux dépens des autres ou tout ça. On travaille vraiment tous
pour un intérêt commun. Puis cet intérêt commun-là, c'est l'intérêt supérieur des membres du SCFP. Ce que je sens au bureau, moi, quand j'y siège, c'est qu'il y a un esprit de collaboration, il y a une écoute, chacun est capable d'écouter. Alors, les échanges se font, de manière très sereine, avec beaucoup d'humour, mais les gens s'expriment, mais il y a de l'écoute aussi. C'est la qualité du service, de tout le support qu'on a autour de nous autres, qui est absolument incroyable. Et moi, j'ai vécu dans une autre section locale où il n'y en avait pas, avec une autre organisation syndicale où il n'y en avait pas de service. On était laissés totalement à nous-mêmes. Et je me souviens même que quand on a fait, nous, l'équité salariale à Télé 7, on était encore avec ce vieux syndicat-là qu'on a laissé, mais on avait suivi une formation par le SCFP, pour justement être capable de faire l'équité salariale, notre plan d'évaluation des emplois à Sherbrooke. Et depuis qu'on a adhéré au SCFP, je pense qu'on ne se verrait pas nulle part ailleurs. Et je vais citer mon bon ami Michel Latulippe qui dit souvent, il y a ceux qui sont au SCFP et il y a les autres qui rêvent de l'être.